Ça date de 2016. Entériné en décembre 2007, le principe d'une fusion de l'ANPE et des ACDIT confie les dépenses d'assurance chômage à un établissement public et non plus à une institution paritaire, reconfigurant radicalement l'intervention de l'État auprès des chômeurs. Ça, c'est un truc important quand même. C'est qu'avant, normalement, c'était des caisses collectives, gérées collectivement. Donc, c'était paritaire. Je sais pas si c'était pas tripartite. Il y avait certains trucs qui étaient tripartites entre l'État, les patrons et les salariés, les travailleurs. Là, ça doit être juste les salariés et les patrons. Et ça a été repris aux mains de l'État, en fait. Ce qui fait que l'État peut faire de Pôle emploi ce qu'il veut. C'est lui qui décide des budgets. Or, avant, c'était lié aux caisses. La fusion est programmée par la loi du 13 février 2008 qui précise la mise en commun des moyens des deux réseaux, permettra le déploiement d'agents supplémentaires sur le terrain et l'élaboration d'une offre de services intégrée et polyvalente tirant parti de l'ensemble des compétences des deux réseaux. Contact avec les entreprises, analyse des besoins du marché du travail, diagnostic de la distance à l'emploi du demandeur d'emploi. Conformément au calendrier édicté, alors, 50 000 salariés des ACDIC et de l'ANPE se sont réunis au sein de Pôle emploi le 1er janvier 2009. Après une décennie de programmes d'activation, des chômeurs qui avaient cherché à mieux coordonner les ressources distribuées aux chômeurs par les ACDIC et les entretiens de conseil qui leur étaient délivrés à la NPE, l'enjeu de la fusion est d'articuler in situ deux façons d'intervenir auprès des chômeurs. À la NPE, depuis 67, des conseillers à l'emploi recevaient les demandeurs d'emploi pour encadrer leur démarche. Depuis 2005, la fréquence de ces rendez-vous était mensuelle. Les conseillers collectaient également les offres d'emploi dans le but de les transmettre aux chômeurs. Il avait donc une activité de réception des usagers et une activité de relation clientèle auprès des employeurs. Dans les ACDIC depuis 58, des liquidateurs calculaient les droits des demandeurs d'emploi à une allocation chômage. Depuis 1996, ils s'acquittent également de l'inscription des demandeurs d'emploi sur les listes. Depuis 2001, ils étaient chargés de vérifier le caractère positif de leur démarche de recherche d'emploi lors d'entretiens semestriels de contrôle. Ils avaient donc deux activités, l'une de traiter les dossiers en back-office, l'autre de réceptionner des usagers pour inscrire et contrôler. Les discours tenus au moment du lancement du projet laissaient entendre que ce ne sont pas seulement les missions des deux établissements qui allaient être réunis, mais bien les groupes professionnels qui devraient alors acquérir les compétences de leur alter ego. À travers la fusion des institutions, l'exécutif souhaite mettre dans les mains du même agent l'aide à la recherche d'emploi et le contrôle des démarches. Le versement institutionnel de ce programme se double ainsi d'un volet professionnel. Le manœuvre consiste à instituer un groupe de conseillers uniques experts du placement et de l'indemnisation. À partir d'une enquête réalisée entre 2008 et 2014, confère l'encadré méthodologique, cet article revient sur la recomposition des collectifs de travail provoqués par la fusion. Il ne s'agit pas pour nous d'étudier les transformations de la représentation des personnels déjà traités par ailleurs, mais bien de comprendre comment la construction par décret d'une nouvelle fonction a rencontré le quotidien d'une administration et ses travailleurs. Nous cherchons à comprendre comment l'État a cherché à légitimer une nouvelle institution en forgeant de toutes pièces une juridiction professionnelle, c'est-à-dire à instituer au moyen de droit un groupe qui aurait le monopole de l'encadrement du demandeur d'emploi. Cet article explore ainsi l'articulation entre division institutionnelle et division professionnelle du travail. Dans la perspective que nous développons, la notion de mandat n'est plus simplement émergente, résultat de lutte entre professionnels. Elle consiste aussi en la prescription explicite d'un faisceau de tâches par la puissance publique, de sorte que l'on peut parler de mandat projeté que l'on pourrait définir à la suite de travaux récents comme le fait d'attribuer à un groupe d'agents publics une position dans une triple division du travail, matériel, symbolique et professionnel. Vu sous cet angle de l'institution d'un corps professionnel par l'État, la création de Pôle emploi relève en effet de la projection d'un mandat en ce que l'exécutif a conçu une nouvelle fonction qui fusionne l'ensemble des missions attribuées précédemment à deux groupes professionnels. Nous cherchons alors à analyser comment la fusion de deux mandats à la fois institutionnels et professionnels a participé à la reconfiguration des collectifs de travail, la répartition des ressources symboliques en leur sein et in fine la politique de l'emploi dans son ensemble. Nous montrons dans une première partie comment l'élaboration de la loi puis la structure d'une nouvelle
organisme a contribué à réduire la fusion des missions de placement et d'indemnisation à peau de chagrin. Nous montrons ensuite comment les professionnels visés par cette réforme ont d'abord cherché à se départir du mandat nouveau qui était confié. Nous cherchons enfin à comprendre pourquoi certains d'entre eux ont néanmoins accepté de devenir polyvalents alors même que la fusion des métiers semblait avoir échoué. Ils reviennent sur le fait que Pôle emploi, qui est devenu une seule et même institution, en fait, elle est la fusion de l'ANPE et des ACEDIC. L'ACEDIC qui s'occupait donc de rémunérer le chômeur en fonction de calculs, machin, etc. Où il y avait une lutte entre eux pour choisir les décisions sur l'indemnisation, sur comment on gère ça. C'était aux mains des travailleurs et des patrons en fonction de les cotisations, comment elles étaient récoltées et tout ça. La NPE, elle s'occupait seulement d'encadrer le travail, la recherche d'emploi, donc aller chercher qui recherchait un emploi, dans quoi il recherchait, etc. Et récolter des informations des entreprises pour dire voilà, cette entreprise elle recrute, machin, etc. Et en fait, ils ont fusionné tout ça. Ils n'ont pas créé deux pôles séparés dans une fusion générale. Ils ont créé un pôle qui s'appelle le Pôle emploi, où ils font tout ça en même temps avec un agent qui s'occuperait de gérer l'argent et gérer la recherche d'emploi, ce qui veut dire forcément qu'une personne va faire tout le boulot en même temps. Et donc, a priori, à la base, c'était vu comme une possibilité du coup de mieux encadrer, gérer l'argent. Et puis c'était une occasion aussi, a priori, de réunir ces deux pôles pour avoir plus d'agents d'État qui s'occuperaient ça. Et en fait, au final, ça a fait plutôt l'effet contraire en fait. Alors, l'attribution de deux grands mandats institutionnels à un même groupe professionnel. La fusion de l'ANPE et des ACEDIC est décidée en 2007 par le nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy. Et ben voilà, c'est ça de pas être prêt. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Ah, il est toujours là, hein. Vous le cherchez, il est toujours là. Alors, on parle pas de lui, il arrive, hop, ça y est. C'est moi, Nicolas Sarkozy, bonjour. Si tu pouvais arrêter de nous emmerder et d'être partout dans toutes les affaires, ça serait cool. Avant de revenir dans la suite de cet article sur le travail des conseillers Pôle emploi, proprement dit, il importe de comprendre d'abord les raisons qui ont amené à cette décision et ses conséquences. Cette brève présentation de la politique publique qui a entériné la fusion d'ANPE et des ACEDIC sera l'occasion de comprendre la manière dont le travail des agents a été modifié. Donc là, ce qui va être intéressant vraiment, c'est de voir en fait qu'est-ce qu'était un agent du coup ANPE ou un agent ACEDIC. Et qu'est-ce que c'est maintenant aujourd'hui à l'heure de Pôle emploi. D'ailleurs, ils ont parlé de polyvalence. Moi, c'est un des trucs justement que je trouvais problématique chez les conseillers au Pôle emploi. C'est que en fait, ils sont polyvalents, mais ils sont polyvalents vite fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils apprennent... Je sais pas ce qu'il en est des formations. J'espère qu'ils vont revenir un peu sur les formations de ces agents. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes, en vrai. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de connaissances spécifique dans des métiers et on vous oriente pas, vous chômeur, quand vous avez je sais pas si vous êtes informaticien, si vous êtes musicien, si vous êtes je ne sais pas, ouvrier dans un métier bien particulier, ingénieur dans un autre métier, vous n'avez pas des agents Pôle emploi spécifiques qui connaissent ces choses-là. En fait, ils connaissent pas ces choses-là et du coup ils s'orientent un petit peu en fonction de ce qu'ils trouvent, etc. mais sans vraiment avoir la connaissance des différents métiers, comment ça fonctionne et tout ça. Et moi j'aimerais bien voir justement des agents spécialisés qui ont un minimum de connaissances et que ce soit leur domaine spécifique, un peu comme une personne qui va faire des articles, je sais pas, sur jeuxvideo.com par exemple, ou dans n'importe quel truc, hein, même en presse générale. Vous avez des spécialistes du travail, des spécialistes du MMORPG dans les jeux vidéo. Ben là, il faudrait des spécialistes dans le secteur de la musique, de l'industrie du disque, ce genre de choses, et puis d'autres spécialisés dans l'informatique, puis d'autres spécialisés dans tout ce que je ne connais pas moi non plus, mais voilà. Des groupes professionnels peu légitimes. Il nous faut, en premier lieu, avancer quelques éléments concernant le caractère professionnel des groupes d'agents issus des deux institutions fusionnées. Si l'on se réfère aux principaux critères édictés par la sociologie pour définir les groupes professionnels, l'autonomie vis-à-vis de l'extérieur et la cohérence interne de ses membres notamment, les deux groupes de travail réunis à l'occasion de la fusion ANPE et ACEDIC n'avaient que peu à voir avec les canons de la profession. Les deux collectifs se caractérisaient par la très grande hétéronomie de leurs tâches et disposaient de peu de ressources pour contrôler un territoire professionnel. Les conseillers ANPE étaient dépendants
de la situation du marché du travail, du marché de la formation et des missions qui leur étaient confiées par la politique de l'emploi. Les liquidateurs assédiques mettaient en application la réglementation en matière d'assurance chômage négociée par les partenaires sociaux. Sans revenir avec précision sur l'histoire des deux institutions, il existe bien deux métiers distincts fondés sur des cultures d'institutions distinctes. Conséquence de la division institutionnelle du travail entre le contrôle et le conseil. Pour reprendre les termes d'une équipe de politistes ayant étudié la constitution d'un guichet unique similaire en Norvège, l'activité d'indemnisation est fondée sur la règle, rule oriented, et celle du placement du jeu avec les règles, discretion based. Les agents des assédiques n'étaient pas en soi des fanatiques du contrôle, et ceux de la NPE des anges gardiens bienveillants. Pour reprendre les catégories de M. Lipski, les premiers étaient encadrés dans l'exercice de leur métier par des procédures de contrôle financier inspirées des démarches qualité. Les seconds disposaient à l'inverse de ressources bien plus importantes pour imposer leur pouvoir discrétionnaire, du fait de l'indétermination de leur mandat entre pointage et placement. Ils avaient chacun une forte cohérence interne liée à leur positionnement, différencié vis-à-vis des demandeurs d'emploi et aux mécanismes de formation et en tutorat par les pairs. Donc en gros là ils expliquent vite fait que les personnes qui sont là pour rechercher un emploi, ils ont un peu la liberté individuelle de connaître leur métier, de savoir comment fonctionne le marché, de se renseigner auprès des employeurs, etc. pour donner des pistes aux chômeurs. Voilà, ils sont pas dépendants de l'institution, il n'y a pas une façon de faire, donc chacun est un peu, on va dire, libre, entre guillemets. Ils ont quand même des choses à respecter, mais ils sont quand même, ils ont leur propre méthode pour faire les recherches, pour, je sais pas, créer des réseaux avec les employeurs et les travailleurs. Et à l'inverse, ceux qui s'occupent des procédures financières sont sur un cadre institutionnel déjà un peu normé, une façon de faire, etc. Et donc c'est pas du tout les mêmes corps de métier, ces deux entités-là à l'époque. Et là, avec Pôle emploi, du coup, comme ils réunissent toutes ces capacités, ils doivent être avec un peu le mélange des gens qui sont un peu libres de se débrouiller tout seul, et puis en même temps cette méthode de vérifier si le mec fait bien son truc et tout, et du coup ils sont un peu libres à eux-mêmes pour choisir si le travailleur fait bien sa recherche d'emploi, etc. quoi. J'avais un pote qui, avec une licence en philo, est devenu conseiller à Pôle emploi, au Pôle emploi. Il a fait ça une année, mais avant de partir, il en a profité pour se former, sachant comment et quand faire les démarches. Sachant qu'en début d'année, il y a plus de budget pour. Puis il s'est barré dans le privé. Ouais, je crois que le poste d'agent Pôle emploi, ça bouge beaucoup. Il y a du turnover chez les agents Pôle emploi. C'est que j'ai l'impression que c'est un truc que tu fais quand tu cherches un emploi, en fait. Tu cherches un emploi, tu cherches à gagner un peu d'argent et que tu n'as pas un métier tout de suite, tu ne trouves pas tout de suite dans ta branche. Tu vas à Pôle emploi, postuler pour être agent Pôle emploi. T'es vite fait former et tout. Tu peux regarder un peu à l'intérieur comment ça marche du coup. Et après, tu t'en vas et puis tu vas trouver un vrai, entre guillemets, un vrai travail plus spécifique à ton domaine, quoi. Sans vouloir dénigrer forcément le travail d'agent Pôle emploi, hein. Je pense qu'il y a, à mon avis, un manque de formation des agents Pôle emploi, et je pense que ça a été fait à dessein en fait. C'est que ça peut être de la main-d'œuvre pas chère. Et puis, je sais pas si c'est dans l'interview qu'on vient de regarder ou pas, mais en gros, ils ont des dossiers, genre ils sont entre j'ai vu ça plusieurs fois à plusieurs endroits, mais ils ont des dossiers à gérer, genre 200 personnes à gérer. 200 personnes à gérer, tu peux pas les voir tous, c'est pas possible. C'est pour ça que le métier est plutôt mal fait, en règle générale. La fusion ajustait le cadre institutionnel aux politiques d'activation. Alors, la fusion de l'ANPE et des assédiques est le fruit d'une construction du problème du chômage qui lui est bien antérieur. Alors que depuis 1967, l'intervention publique sur le marché du travail se concrétise par l'entretien d'une bourse aux emplois nationale, la NPE, les présupposés théoriques à la politique de l'emploi changent au cours des années 90. La figure traditionnelle du chômeur coupable refait surface et pour le contraindre à retourner à l'emploi, les leviers classiques de coercition sont repensés dans une perspective marchande. Suite aux recommandations de l'OCDE et de l'Union européenne, se développent en Europe des politiques dites d'activation des dépenses de chômage qui consistent à inciter les chômeurs à retrouver du travail plutôt que de sanctionner purement et simplement l'inactivité. Ces politiques se caractérisent par deux modalités d'action, des incitations financières pour rendre le travail avantageux et la mise en place
d'un accompagnement des demandeurs d'emploi pour encadrer leur choix de façon plus douce. Ces recommandations sont transcrites en France de manière édulcorée. Le plan d'aide au retour de l'emploi de 2001, le PARE, par exemple, mis en place par l'assurance chômage, est un contrat signé entre le chômeur et les assédiques dans le cadre duquel le premier s'engage à effectuer des recherches soutenues. En contrepartie, davantage de formations lui sont proposées. Et s'il est considéré comme éloigné de l'emploi, il peut bénéficier de rendez-vous de suivi plus fréquents. Ces dispositions contribuent à brouiller les frontières institutionnelles entre ANPE et assédiques, les deux institutions assumant la charge de remettre le chômeur en emploi. Alors, pour clarifier le paysage institutionnel, la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 se propose de coordonner l'intervention des assédiques et de l'ANPE en précisant les champs d'intervention respectifs des deux établissements. Mais ces dernières peinent à se tenir à la division du travail instituée et dans les faits, les chômeurs peuvent être aidés et contrôlés par les deux institutions. La légitimation des politiques d'activation, qui avaient pourtant eu du mal à s'imposer dans les politiques de l'emploi françaises, conduit à remettre en cause le cadre institutionnel. Pour résoudre la crise du chômage, on s'est dit qu'il fallait recommencer à reporter la faute sur le chômeur et donc à trouver des incitatifs pour que le chômeur retourne à l'emploi. Mais apparemment, de ce que je comprends, c'est que par rapport à avant, il y a longtemps, en gros, on tapait directement au porte-monnaie. Dès que le mec était, qu'on considérait qu'il était inactif, on enlevait toute aide, etc. Là, on le fait de façon plus subtile, c'est des techniques un peu manipulatoires, quoi. On incite avec, si vous participez un peu sérieusement, vous propose plus de formation, on s'intéresse plus à vous, si vous montrez vous-même votre démarche. On a déjà ce côté qu'on a actuellement, il faut faire la démarche soi-même, machin. Sauf qu'avant, il y avait quand même cette petite récompense de si vous faisiez l'effort de chercher. Alors que maintenant, il faut que vous cherchiez tout seul, quasiment, et en fait, les agents sont très peu là pour encadrer. Et vous avez à tout moment, dès qu'il y a de l'argent en jeu, par contre, vous êtes très, très contrôlé. Donc j'ai pas trop compris si c'était pendant la période où il y avait fusion qui est en train de se faire doucement, il y avait un glissement qui faisait que en fait, les deux parties qui représentent le pôle emploi actuel, au lieu de se retrouver à faire chacun sa division du travail, il y avait un espèce de mélange des genres et du coup les deux institutions faisaient à la fois du contrôle et faisaient à la fois de l'aide. La décision de fusionner les deux dispositifs relève du calendrier politique, mais également de la conjoncture économique. En 2007, le candidat Nicolas Sarkozy se saisit des critiques adressées au service public de l'emploi pour proposer une réforme inspirée de l'exemple anglais. Très bonne idée ça. La création d'un guichet unique. Il souhaite que celui qui propose un emploi soit celui qui donne le chèque et promet par là de créer un groupe de conseillers unique. Une fois élu, il confie le projet à la ministre des Finances, Christine Lagarde, qui en fait un volet de sa politique économique de relance par l'offre. L'enjeu est d'adapter les institutions de la politique de l'emploi au nouveau cadre théorique en vigueur. Activation pour les chômeurs, flexi-sécurité pour les salariés. La situation économique semble avoir alors particulièrement favorable pour mettre en œuvre un tel projet, le chômage étant à son plus bas niveau depuis 25 ans. Après une levée de bouclier de la part des partenaires sociaux qui étaient en charge de l'assurance chômage, Christine Lagarde annonce à la rentrée 2007 que l'UNEDIC, tête pensante du régime, sera maintenue dans son rôle de gestion de fonds issus des cotisations et des négociations des conventions d'assurance chômage. Seul le réseau opérationnel de l'assurance chômage, les assédiques, serait incorporé à l'opérateur public unique. La loi donnant naissance à cet opérateur est soumise au Parlement en décembre 2007 et votée en février 2008. Il est alors prévu que l'établissement nouveau ouvre ses portes avant le 1er janvier 2009. Donc là, vous avez des noms. Donc retenez les noms de ceux qui vous ont créé ce pôle emploi moderne. Vous avez vu qu'en gros, donc, il y avait une réticence des partenaires sociaux qui géraient les caisses. Et donc du coup, il y a eu une négociation pour que ça se fasse pas totalement. En tout cas, la partie finalement dédommagement de l'assurance, concrètement l'argent, serait d'après ça resté à la main de nos amis partenaires sociaux.
Le projet de fusion consiste ainsi à réunir les agents issus des deux organismes dans un même corps de 35 000 accompagnateurs pour 50 000 salariés en tout, qui auraient pour mandat d'inscrire les demandeurs d'emploi, de calculer le montant de leurs allocs, puis de les aider à chercher un emploi tout en contrôlant le caractère positif des démarches de recherche. Tout à la fois, conseiller et contrôleur, la figure du conseiller unique est l'enjeu majeur de la création de Pôle emploi, l'incarnation de la fusion. Sur ses épaules repose la mobilisation simultanée des droits du demandeur d'emploi et la vérification de ses devoirs. Schématiquement, il s'agit d'une part de multiplier le nombre de conseillers disponibles par 1,5 en transformant les agents ACDIC en conseillers Pôle emploi. Il s'agit d'autre part de munir l'ensemble de ces référents uniques de la carotte et du bâton pour percevoir et encadrer un maximum de demandeurs d'emploi. Donc là, on revient à ce qu'on avait dit au tout début dans l'introduction. Enfin, on part toujours de la prémisse que, en fait, une personne qui avait une tâche définie, c'est-à-dire le conseiller qui devait conseiller l'employé et réunir l'employé et l'employeur ensemble, etc., on considère que le travail qu'il fait actuellement, il va pouvoir le démultiplier avec l'autre partie du travail que concernaient les ACDIC, c'est-à-dire le flicage et la remise de l'argent dans les mains du travailleur, du chômeur. Et de l'autre côté, on considère que le chargé de vérifier si tout est en ordre, de combien il faut payer l'indemnisé et de vérifier qu'il fait bien son truc, on s'imagine que cette personne-là va pouvoir démultiplier ses capacités et devenir du coup quelqu'un qui va en plus aider les chômeurs à trouver un travail et faire un réseautage. On pense vraiment en fait qu'une personne qui travaille probablement déjà à 35 heures va pouvoir sur ce même temps dédoubler son efficacité en faisant 2 emplois en même temps. Comme si le fait d'attribuer 2 tâches à un même individu, ça n'a pas un impact sur la quantité de choses qu'on peut faire. Parce que je suis désolé, mais si on vous dit que vous devez être à la fois au four et à la fois au moulin, à part dédoublement réel de votre personne, je vois pas comment vous pouvez faire ça en fait. Et eux, ils parlent de ce postulat-là. Alors, ils sont gentils, ils ont dit en 1,5 fois, d'accord ? Ils n'ont pas dit en 2 fois, ils ont dit 1,5 fois. Donc, ils ont quand même pris un peu en compte que, oui, vous pouvez pas faire 100% de ce que vous faisiez avant, plus la tâche d'avant. Donc, vous en faites maintenant 75 d'une part, 75 de l'autre. Mais ça marche pas en fait. Même comme ça marche pas concrètement. Mais bon, c'est le postulat de base qui avait été fait pour cette loi. Hein. Et voilà. Et après, ils avaient aussi, quand même, ils étaient pas non plus complètement cons. Ils ont dit qu'ils allaient recruter plus de gens. Je sais plus. Il y a un truc sur lequel je suis pas revenu, mais il y a un moment, il parlait d'avoir un mec qui vous suit pendant 2 ans ou je sais pas quoi. Et en fait, la vérité, c'est que les conseillers de Pôle emploi, ils n'arrêtent pas de changer systématiquement parce que en fait, c'est une méthode pour que les agents Pôle emploi soient pas trop gentils avec les personnes qu'ils accueillent. Et donc, du coup, on les change régulièrement. Comme ça évite d'avoir des connivences. Durant toute la période qui court de décembre 2007 à janvier 2009, la mise en forme de la décision est confiée à des hauts fonctionnaires appartenant à l'Inspection Générale des Finances IGF et à l'Inspection Générale des Affaires Sociales IGAS. Ces derniers animent des tables de discussion où des experts issus des institutions réunies ou hauts fonctionnaires spécialistes des questions d'emploi égrènent les questions relatives à la construction du nouvel opérateur. Les participants à ces discussions parlent de la mission IGAS et IGF, 2 missions qui sont en fait diligentées. La première se réunit avant le vote de la loi afin de recenser les points de blocage potentiels et garantir la possibilité juridique d'une fusion. Alors que les hauts fonctionnaires prennent conscience de l'ampleur des difficultés auxquelles va être confronté le nouvel opérateur, ils ne parviennent pas à dévier l'orientation initiale qui consiste à fusionner les 2 métiers des 2 institutions dans un même groupe professionnel. Sur la fusion des métiers, ils étaient sous instruction. On n'a pas travaillé dans cette mission comme ça en l'air. Il y avait une loi pour une partie en cours de préparation et pour une autre déjà votée. C'était une mission de conciliation en même temps. Mais tout le monde avait en tête la cible. Donc il n'y avait pas eu de choix sur le métier unique. Il était dans la cible. Contrôleuse d'État, énarque en fin de carrière, alors contrôleuse de l'ANPE qui a participé à la mission IGAS-IGF Entretien 2014. La seconde se réunit à partir de l'automne 2008 pour élaborer la convention
moyen objectif liant l'État au nouvel opérateur, la convention tripartite. Donc l'État et les deux partenaires sociaux que sont les travailleurs et les patrons. Là encore, le texte intègre les enjeux politiques de la fusion. Un seul réseau, un seul référent, des horaires uniques, etc. À l'issue de ces deux missions, le projet présidentiel initial se cristallise dans la figure du référent unique qui est occupé à mi-temps à la réception des demandeurs d'emploi pour l'aider et le contrôler le reste de son temps, étant consacré aux tâches spécifiques à son institution d'origine, le calcul des droits pour les agents ACEDIC, la prospection d'offres d'emploi pour les agents ANPE, suite à l'intervention de la haute fonction publique dans l'élaboration du projet, le mandat projeté revient à redistribuer les missions des agents fusionnés. L'ensemble des tâches effectuées sans la présence du chômeur, calcul de droits et relations entreprises, demeure distinct, tandis que l'activité de réception mensuelle des chômeurs pour le contrôle et le conseil est fusionnée et doit être prise en charge par les agents issus des deux établissements. L'idée d'une fusion des fonctions soutenant une fusion des institutions demeure, mais dans une version édulcorée. Donc là, on voit un peu, on est dans l'objectif, dans le projet et dans la mise en place de ce projet de faire la fusion, d'arriver à répartir les tâches correctement, à faire en sorte que tout se passe bien. Donc ça, c'est encore dans l'élaboration, dans la mise en place. Il y a eu dû avoir des périodes où les deux étaient encore ensemble avant de vraiment être bien fusionnés comme il faut, parce qu'une fusion, c'est pas toujours évident. Une défusion, la peau de chagrin du contrôle. En toute logique, positionner l'ensemble des agents réunis pour qu'ils s'acquittent de l'accompagnement des demandeurs d'emploi avec la casquette de référent unique supposait de former les agents de chaque institution au métier de l'autre et qu'une fois en poste, ils assument ce nouveau mandat. Ces deux projets vont connaître des revers de fortune importants. Les agents ACEDIC sont retirés du projet de fusion des métiers. Au cours de la première année d'exercice de Pôle emploi en 2009, la direction générale de l'établissement prend conscience du fait que le projet de fusion des métiers porté par les tutelles politiques est inadapté, notamment en regard des formes antérieures d'acquisition du savoir-faire. Le programme complet suppose de former 30 000 agents sur 12 mois sans porter préjudice à l'organisation du travail dans les agences. Avant 2008, liquidateurs et conseillers recevaient une formation de plus de 6 mois en alternance avant de bénéficier d'un tutorat de plusieurs années. À la CEDIC, on jugeait qu'il fallait 3 ans pour devenir autonome en matière de liquidation des dossiers. Directeur d'agence Pôle emploi, entré à l'ANPE en 1993 comme conseiller après une maîtrise de sociologie, entretien 2014. Donc vous vous rendez compte, hein, on est sur là la confrontation avec la réalité. Ah, c'est pas si simple de former 30 000 agents. Bref, on va continuer. Ces dispositions contribuaient à un apprentissage pratique du métier ainsi qu'à la cohérence des deux groupes. Lors de la fusion, les formations ne durent que 3 jours pour les conseillers issus de l'ANPE et 7 pour les liquidateurs ACEDIC, sans que soit prévu de modalité de transmission des savoirs par leurs nouveaux collègues. De l'avis unanime des agents interrogés, les enseignements délivrés ne suffisent pas à acquérir l'ensemble des compétences attendues du référent unique, autonome et compétent sur les deux champs d'intervention. Ils expriment fréquemment le sentiment de ne pas être armés pour faire face à leurs nouvelles fonctions. Ils ont clairement dit de toute façon ça suffit pas quoi, ça marche pas. C'est apprendre 2 métiers complets, réunir tout ça dans un seul truc, machin, et du coup ça crée des problèmes parce qu'en fait t'as pas le sentiment de pouvoir réussir, c'est trop compliqué. Il faudrait plus de temps pour être formé, mais vous n'avez pas ce temps-là pour vous former et tout. C'est un bordel. C'est là où on voit, c'est intéressant de voir la création de Pôle emploi, de comment ça a été fait et comment ça a été compliqué en fait à mettre en place. L'inadéquation du cadre à la réalité va être mise en lumière par un contexte économique contraire aux prévisions initiales. Au cours de sa première année d'existence, Pôle emploi est frappé par un choc exogène qui sera déterminant sur la forme que prendra l'organisation du travail par la suite. La crise économique, déclenchée en 2008, modifie radicalement les données du marché du travail. Les fiches de poste initiales avaient scindé l'activité d'indemnisation en 2 opérations distinctes, le traitement ou la liquidation des demandeurs de l'allocation chômage en back-office et le contrôle de la recherche d'emploi mêlés aux nouvelles fonctions de l'agent en front-office. Cette scission originale va être modifiée en 2009. Dans le projet initial, 9 000 des 13 000 agents aptes
à effectuer le calcul des droits doivent être envoyés en formation pour apprendre les bases du suivi de chômeurs. En d'autres termes, le back-office est dépeuplé et le calcul des demandes d'allocation est temporairement affaibli au profit du programme de formation. Or, au fil de l'année 2009, le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter, révélant l'importance de l'activité d'indemnisation. Les inscriptions augmentent de 30% par rapport à l'année précédente. En l'absence de référent unique opérationnel, chaque chômeur s'inscrit comme auparavant, d'abord au titre de la demande allocation chômage, puis au titre de l'élaboration de son projet professionnel. Les directeurs d'agence doivent donc pouvoir mobiliser simultanément un agent d'indemnisation et un agent placement pour chaque demandeur d'emploi. Or, il y a dans chaque agence 3 fois plus d'agents issus de l'ANPE que d'agents issus des ACEDIC. Du fait du programme de formation, les agents indemnisation sont en sous-effectif et les directeurs d'agence doivent affecter à l'inscription des demandeurs d'emploi la plupart de leurs agents issus de l'assurance chômage. Avant, lorsqu'il fallait faire d'abord un PPAE, donc un projet professionnel de type ANPE, et ensuite un IDE, procédure d'inscription de type ACEDIC, il fallait le même nombre de chaque type de conseiller, sinon ça ne devait pas fonctionner. À l'été 2009, il y en avait partout des dossiers dans l'agence. On ne savait plus où les poser, on se noyait dedans, on n'en voyait pas le bout. Voilà, donc ça c'est des propos recueillis pendant une séquence d'observation dans l'été 2012. Valérie, la chef des types. Le temps utilisé pour calculer les droits ou liquider les dossiers est de plus en plus réduit. La rupture de charge survient à l'été 2009. Lorsque la vague d'inscription de juin vient allonger encore la file d'attente, les plannings des agents explosent, les retards de paiement se multiplient, poussant le directeur général de Pôle emploi à prendre des mesures correctives pour éteindre le feu. Il met fin au programme de formation des agents issus des ACEDIC pour les affecter au traitement des dossiers en back-office. Il lance simultanément un plan de recrutement d'employés en CDD assignés à l'accueil, désertés par les liquidateurs. Enfin, les nouveaux recrutés en CDI sont orientés vers les filières de formation exclusivement consacrées aux règles d'indemnisation, semblables à celles qui avaient cours au temps des ACEDIC. Donc là, on voit à quel point c'est le bordel en fait à ce moment-là, parce qu'il y a plus de chômeurs qui rentrent à Pôle emploi. Ceux qui sont censés s'occuper en back-office du coup de l'indemnisation, ils sont pas là. Enfin, tous ceux qui travaillaient donc aux ACEDIC sont en formation en fait, je crois, dans l'histoire à ce moment-là, et donc du coup c'est le bordel, et donc du coup ils doivent trouver des solutions pour s'occuper des paiements parce qu'il y a des retards dans tous les sens, ce qui fait qu'il y a moins de gens qui vont être en front office, à l'avant, à l'accueil, et donc du coup je pense qu'à ce moment-là il y a dû avoir beaucoup de gens qui voyaient pas de conseiller Pôle emploi. Par contre on essaie de régler rapidement le problème d'indemnisation. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des chômeurs qui sont un peu dans leur merde, mais au moins ils doivent être indemnisés, donc on fait le plus possible pour que les indemnisations repartent à temps et en heure. Donc là, de 2007 à 2009, l'exécutif espérait imploser la légitimité d'une institution nouvelle, Pôle emploi, en s'appuyant sur un métier unique chargé d'encadrer les chômeurs. Déjà, en deçà de cette ambition, la figure du référent unique devait au moins permettre de fusionner les fonctions d'aide et de contrôle des chômeurs conformément à la philosophie des politiques d'activation. Contrairement aux prévisions initiales, la conjecture économique conduit à rapatrier en back-office les agents ACEDIC qui avaient pris en charge le contrôle des démarches de recherche d'emploi depuis 2001 pour ne plus confier le contrôle qu'aux agents issus de l'ANPE. Mal à l'aise avec ce rôle, les agents Pôle emploi recevant des chômeurs vont alors chercher à s'en départir. Les agents ANPE délèguent le mandat de contrôle. D'après les textes organisant la fusion loi du 13 février et convention tripartite, notamment le regroupement de l'aide et du contrôle, devait permettre de renforcer l'encadrement des chômeurs tout en réalisant des économies d'échelle. Le rapprochement des conseillers ANPE et liquidateurs ACEDIC pouvait se justifier par l'équivalence de certaines de leurs tâches telles que l'accueil, l'inscription, la réception des demandeurs d'emploi. Mettant l'accent sur ces pratiques quotidiennes revenait toutefois à nier la différence fondamentale, fruit de trajectoires institutionnelles différentes entre le cadrage des pratiques spécifiques à la NPE et aux ACEDIC.
De façon caricaturale, là où les conseillers ANPE étaient mis en position de chercher des solutions aux chômeurs, les employés des ACEDIC collectaient des preuves pour établir le montant des allocations d'un bénéficiaire de l'assurance chômage et contrôler ses démarches d'emploi. On observe alors que lors de la rencontre de ces deux groupes professionnels, la division morale du travail est venue recouper cette division matérielle. Donc après le rapatriement des agents issus des ACEDIC en back-office, les conseillers issus de l'ANPE vont profiter de l'importance accordée à l'objectif de réception des demandeurs d'emploi pour asseoir la légitimité de leur métier vis-à-vis de celui du liquidateur. Comme le rappelle Hugh, ce n'est pas le caractère annexe ou inutile d'une tâche qui préside à sa délégation. Il peut s'agir d'un acte primordial pour la bonne marche d'un collectif. D'après nos observations en agence, les deux composantes de l'indemnisation, le calcul des droits et le contrôle formel des preuves de recherche d'emploi sont reconnus comme nécessaires par l'ensemble des agents. Le revenu de remplacement, par exemple, facilite les relations avec le demandeur d'emploi indemnisé, l'allocation étant perçue comme le support matériel permettant aux chômeurs de chercher un emploi. Surtout, les conseillers craignent la violence verbale, voire physique des bénéficiaires en cas de retard de paiement. Quelle que soit leur institution d'origine, les agents considèrent la qualité de l'indemnisation comme une variable centrale de leurs conditions de travail. Dans la hiérarchie symbolique des activités, les deux composantes de l'indemnisation font pourtant figure de sale boulot, et ce à plusieurs titres. Tout d'abord, les conseillers issus de l'ANPE conçoivent le calcul des droits comme une opération tatillonne qui se limite à appliquer le droit. Le travail de liquidation des dossiers constitue une activité complexe de déchiffrage et de classement des preuves d'un passé professionnel dont l'enjeu central est la réduction des erreurs. Pourtant, les conseillers à l'emploi interrogés considèrent fréquemment les liquidateurs comme de simples agents de saisie qui se borneraient à respecter la réglementation, bridés dans leur autonomie et enfermés dans des raisonnements bureaucratiques, codifiés et automatiques. Ils jugent le conseil aux demandeurs d'emploi bien plus stimulant. La césure entre back-office et front-office n'oppose pas simplement le monde réglé de la gestion de dossiers au monde incertain des histoires personnelles, comme on peut l'observer dans des caisses d'allocation familiale. L'opposition entre indemnisation et placement repose sur les deux façons différentes d'appréhender les cas. Le passé déclaré contre les opportunités professionnelles futures. Deux savoirs différents. La réglementation de l'assurance chômage contre les mécanismes du marché et le but des opérations effectuées, délivrer un revenu de remplacement contre retrouver un emploi. Recoupant ces différences matérielles et symboliques, une division morale du travail s'observe au cœur des collectifs. Les agents issus de l'ANPE font preuve d'un mépris latent mais bien réel pour leurs collègues issus des ACEDIC dont ils jugent les pratiques limitées d'un point de vue intellectuel et politique. Malgré ce que dit Sharpie, directeur de Pôle emploi à l'époque, les agents ACEDIC sont des aides comptables. Et recruter des bacheliers aux ACEDIC, tu le savais ça, ce sont des aides comptables. À la NPE, ce n'est pas pour rien si on a toujours recruté à Bac+2. On fait un métier de consultant, tout ça pour être mieux payé qu'eux. Propos recueillis pendant une séquence d'observation 2011. Conseillère à Pôle emploi, plus de 30 ans d'expérience à Pôle emploi, ancienne institutrice en Algérie. Il y a une grosse guerre entre les ACEDIC et Pôle emploi, entre les deux corps de métier. Ça se tape sur la gueule et je suis étonné, en fait, c'est complètement l'inverse de ce que je pense. En fait, je pensais que les gens qui s'occupaient de l'administration, du côté administratif, de la paperasse, de vérifier que tout est en ordre, que les preuves sont là pour faire l'indemnisation et tout ça, je pensais que ces gens étaient plus respectés que l'inverse, en fait. Je pensais que les agents qui étaient au contact des gens étaient moins respectés. Et en fait, c'est le contraire, a priori. C'est les agents qui sont au contact, qui se prennent pour des gens supérieurs à ceux de la comptabilité à l'arrière-plan, qui pour eux sont des gens, voilà, c'est des randoms qui font de la compta, voilà, on s'en fout, quoi. Donc c'est un bordel. Alors, la hiérarchie symbolique des tâches est renforcée et objectivée par les écarts de qualification entre les deux groupes professionnels qui les accomplissent. Le rapport distant à la règle des conseillers à l'emploi se manifeste le plus clairement à propos du volet contrôle de l'activité d'indemnisation. Le contrôle de la recherche d'emploi, effectué auparavant par les agents ACEDIC, est perçu comme une tâche peu noble. C'est en la matière que la division du travail s'avère la plus approfondie.
La fusion avait pour ambition de confier aux conseillers à l'emploi un mandat de contrôle et de sanction consistant à rapporter la situation des individus aux obligations mentionnées dans le Code du travail à la rubrique droits et devoirs du demandeur d'emploi. Ceux qui refusent de s'y mettre sont passibles de sanctions. Leurs revenus de remplacement peuvent être en effet réduits, voire suspendus en cas de récidive, alors que depuis le début des années 90, le Code du travail est modifié pour rendre la condition du chômeur toujours plus contraignante. Les conseillers à l'emploi se montrent réfractaires à appliquer des dispositions à la lettre. L'activité de contrôle n'est pas déniée en soi par les conseillers. Ils sont conscients du pouvoir qu'ils ont. Il faut voir s'il y a une problématique, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est juste le marché du travail qui fait qu'ils ne trouvent pas. Je suis pas dans le contrôle pur, sauf si le mec, il arrive les mains dans les poches, bien sûr. Propos recueillis pendant une séquence d'observation de 2012, Frédéric, conseiller à Pôle emploi, depuis 10 ans. En fait, il y a une part d'étonnement et en même temps, pas totalement, parce que vous avez des gens qui vont se retrouver à contrôler des gens en vis-à-vis. Donc forcément, ça veut dire que les chômeurs vont identifier les responsables de ce contrôle. Donc je peux comprendre qu'il y ait cette réfraction, de ne pas avoir envie de faire ces contrôles-là, parce que voilà, c'est comme on a dû faire des réformes aussi sur les contrôles, pour le permis de conduire, où on faisait en sorte que le mec rentre chez lui et ensuite on envoie une lettre pour lui dire s'il a le code de la route, enfin s'il a bien le permis ou pas, pour éviter de se faire frapper par les gens qui seraient en colère, vous voyez ce que je veux dire. Là c'est un peu le même délire. Et puis il y avait cette histoire là, qui était juste avant aussi par rapport à la rémunération là. S'il y avait des retards, il y avait aussi le risque que la personne s'énerve sur l'agent qui l'accueille. Et donc c'est pas de la responsabilité de l'agent, mais le chômeur l'identifie comme tel. Je sais pas s'il y a d'autres raisons pour lesquelles ils étaient pas forcément très contents de s'occuper de fliquer les gens. Peut-être qu'ils avaient juste pas envie de fliquer les gens. Mais en même temps, là, on nous dit qu'ils ont bien conscience du pouvoir qu'ils ont, donc je sais pas. La compagne d'un pote, conseillère, a fait une dépression. Genre, mon boulot, c'est d'accompagner les gens, pas de les fliquer. Ils ont dénaturé la mission. Je pense qu'il y a des gens quand même qui ont vécu ça comme ça. En fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir la proportion. Parce que là, effectivement, le témoignage que tu apportes, Bubu, est intéressant. Mais ça, j'avoue, je suis toujours curieux en termes de statistiques. Combien de gens trouvent qu'on a dénaturé justement cette mission et que le flicage, c'est pas le métier? C'est comme ça qu'elle l'a vécu. Elle est syndicaliste. En fait, c'est une ancienne, genre 25 ans de boutique. Ah oui, quand même. Elle a vu la transition ANPE et Unédic en Pôle emploi, quoi. Incroyable. Et c'est en tout cas, cet article est très intéressant pour ça. Moi, je trouve ça vraiment bien de revenir à comment ça a été fait, de voir les problématiques qui se sont posées pendant ce truc-là, et aussi de voir qui est derrière ces projets aussi. On a évidemment toujours le même, et toujours là. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. L'activité de contrôle apparaît pour nombre de conseillers comme un travail de flicage inapproprié et en réponse à la prescription étatique d'unification des métiers, ils cherchent à diviser le travail entre ceux qui tiennent de leur mandat et ceux qui n'y correspondent pas en traçant des frontières entre eux et les autres agents de l'établissement. Cela ne signifie pas pour autant que les sanctions n'existent pas, mais les conseillers chargent d'autres acteurs d'en assumer les conséquences. La responsabilité de la sanction est d'abord confiée à la hiérarchie. Les individus suspectés de fraude sont signalés au directeur d'agence qui est légalement en mesure de saisir les services déconcentrés du ministère du Travail, la Directe. L'encadrement dispose de peu de temps pour traiter ces dossiers et pour siéger dans les commissions de recours. Les conseillers se reposent donc le plus souvent sur l'automaticité des outils techniques. Lorsqu'un demandeur d'emploi n'est pas présent à un entretien, une lettre d'avertissement avant radiation est adressée automatiquement. Les conseillers peuvent parfois tester la motivation des demandeurs d'emploi en les convoquant plus souvent, plusieurs fois par semaine ou par mois. Cette charge supplémentaire a pour but d'opérer une sélection entre les rétifs et les volontaires. Si l'individu ne suit pas le rythme, l'absence suite à une convocation aura tôt ou tard pour effet automatique de conduire à la radiation du demandeur sans intervention de l'agent lui-même. Cependant, du fait du manque de temps dévolu à la réception des
chômeurs. Ces convocations tests ne concernent pas toujours des entretiens de face à face, mais le plus souvent à des ateliers collectifs d'aide à la recherche d'emploi qui sont effectués par des prestataires extérieurs. Il s'agit pour la plupart de courtes formations concernant les outils et des méthodes de recherche à l'emploi, rédiger CV, candidature spontanée, mobilisation réseau et création de son entreprise, etc. Le fait d'être absent à ces formations ne conduit pas automatiquement à une radiation. La liste des présents est en effet transmise par la prestataire à l'agence Pôle emploi où un conseiller évalue la légitimité des motifs d'absence. Les conseillers ne jugent pas toujours nécessaire d'appliquer la réglementation à la lettre, mais de manière discrétionnaire. Si le gars est absent une fois sur deux, je ne vais pas lancer une procédure de radiation. De leur point de vue, le but de la sanction est avant tout moral. Le signalement des absences doit rappeler aux demandeurs d'emploi qu'ils prennent la place d'autres personnes en attente d'accompagnement. Bien qu'elle n'empêche pas les radiations des listes, cette mansuétude permet aux conseillers d'emploi d'agir en conformité avec leurs idées qu'ils se font de la profession. Venir en aide aux personnes en difficulté. Le contrôle de la recherche d'emploi effectué par les conseillers à l'emploi ne vise pas à sanctionner les fraudes à l'assurance chômage comme le voudrait la loi. Il s'agit là d'un constat marquant de nos observations. Une conseillère patentée, 6 ans d'expérience, maîtrise de droit, s'adresse à une jeune recrue qu'elle forme. Lorsque l'on a un demandeur d'emploi qui ne se comporte pas dans un esprit de collaboration avec son conseiller, on va dire, on monte un dossier, on lui envoie des offres pour voir comment il réagit et après ça nous sert de prétexte pour alimenter le dossier. Oh, c'est sale! Les sanctions administratives sont utilisées en dernier recours pour punir les demandeurs qui, du point de vue des conseillers, ne jouent pas le jeu de l'institution. Avant cela, le contrôle et l'encadrement de la recherche d'emploi sont mobilisés pour ajuster les demandeurs d'emploi aux missions de l'institution. De ce fait, on ne peut réduire l'opposition entre indemnisation et placement à un rapport de force sans profondeur pour disposer du pouvoir sur les services opérationnels d'un service public. Derrière la division morale du travail que cherchent à instaurer les conseillers issus de l'ANPE, c'est une figure de bon agent qui est en jeu. C'est-à-dire une définition de la façon la plus légitime de traiter le cas des personnes qui sont à la recherche d'emploi. Vous voyez quand même qu'il y a des gens qui, en fait, le fait d'être détachés de la sanction directe, en fait, font des rapports à leur hiérarchie pour que les hiérarchies s'en occupent. Et la conseillère là qui s'adresse à une nouvelle recrue qui lui dit attention, hein, si le chômeur il se comporte pas bien, on va lui envoyer des offres, on va voir comment il réagit, puis s'il réagit pas bien, on a des preuves que c'est un fainéant, et donc du coup on rapporte ça à la hiérarchie. C'est tellement sale, mais c'est tellement sale. Voilà, j'ai juste envie de dire c'est sale, parce qu'en plus c'est leur vision de quelqu'un qui est actif dans sa recherche d'un machin. Moi, typiquement, je suis le genre de mec à faire mes projets dans mon coin, à essayer de rentabiliser ça, à m'intéresser, à me former, à m'auto-former, puisque j'ai un pôle emploi qui m'a jamais conseillé correctement sur une formation. Donc, je me démerde tout seul dans mon coin, en fait, parce que ces gens-là ne servent à rien de mon point de vue. Mais c'est vraiment de mon point de vue. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont passés par Pôle emploi, avec qui ça s'est super bien passé, qu'ils ont trouvé les formations qu'ils veulent et tout ça. Mais moi, tout ce qu'on m'a proposé, ça a été de la merde. Ça a été de la merde en barquette. Parce que j'ai l'impression que c'est le seul moyen, en fait, de pouvoir travailler dans le métier qui me convient. Parce que j'ai travaillé dans une radio associative, j'ai toujours travaillé dans le milieu du son, de la musique. Et donc, du coup, c'est ça que je recherche à la base. Ou alors, à la limite, ce qui m'aurait intéressé éventuellement, c'est de faire de l'informatique. Mais c'est pareil, pour avoir une formation informatique, on nous dit oui, il y a des formations machin, je regarde ce qui m'intéresse, je propose ça, je propose de m'inscrire à tel truc, et hop, on me refuse. Incroyable. Quand j'ai voulu faire de la MAO, pareil, on m'a dirigé vers un truc pour faire une formation, et là, c'était encore à l'époque c'était pas Pôle emploi en plus, c'était la mission locale à l'époque. On m'avait proposé un truc, je suis allé voir ces trucs-là pour me faire former, et on m'a dit vous n'avez pas d'expérience professionnelle dans le domaine, donc nous n'allons pas vous former. Voilà. Le formateur, il veut pas de vous parce que vous n'avez pas travaillé, et l'employeur, il veut pas de vous parce que vous n'avez pas été formé. Voilà. C'est le genre de cycle à la con que j'ai vécu, quoi. De l'activation à la gestion du flux du référent unique à l'agent polyvalent.
En conséquence des répercussions de la crise économique de 2008, la direction générale de Pôle emploi abandonne l'idée d'une fusion des groupes professionnels. D'après nos observations en agence, ce nouveau cadre reconfigure la cohabitation entre les personnes issues des deux institutions. Il n'y a pas d'opposition violente, mais plutôt une tendance à la coexistence teintée de mépris. Certes, les équipes sont mixtes, mais les agents ne partagent aucun acte professionnel, ils ne travaillent même pas dans la même pièce et se rencontrent uniquement dans la salle de pause lors des réunions d'équipe. Sans attendre le blanc-seing de l'État, la direction générale de Pôle emploi formule en 2010 l'ambition plus modeste de former un tiers des agents à la double compétence d'indemnisation placement. L'enjeu n'est plus de fournir un conseiller unique à tous les chômeurs, mais plutôt d'être en mesure, pour mieux supporter les périodes de surcharge d'activité, de disposer de personnel polyvalent doté d'une double compétence, conseil en recherche d'emploi et calcul des droits au chômage. On voit que tout au long du parcours qu'a été cette construction de Pôle emploi, il y a eu des remous, il y a eu des problèmes, etc. Ils ont dû renoncer à des idées théoriques, en fait, d'avoir des agents qui savaient tout faire. Ça a été abandonné au prix de, finalement, il y a quelques spécialistes de la double compétence, puis le reste, c'est séparé, et voilà, quoi. Un nouveau mandat projeté, le double compétent. À l'occasion du passage d'un groupe complet de conseillers uniques à un volant limité de conseillers polyvalents entre 2011 et 2012, les formations à la compétence double sont ouvertes à destination des agents issus de l'ANPE qui avaient déjà bénéficié de la formation référent unique. Les formations à la double compétence sont accessibles sur la base du volontariat. Ce sont les directeurs d'agences qui ont alors le choix d'autoriser ou non leurs agents à entrer en formation dans la limite des places disponibles. Par cette double contrainte, volontariat et choix du directeur, la sélection des profils à double casquette semble avoir suivi quelques règles. Je n'ai pas manqué de volontaires pour aller sur ce champ, la double compétence. Et j'ai même plutôt freiné certains qui, au niveau de leur métier de base, n'étaient pas trop tip-top. Le message que je leur passais, c'était d'abord: tu fais bien ce qu'on te donne à faire et après, on verra si on te donne plus. Faut pas se disperser non plus. C'est la rigueur technique l'enjeu. Parce que le métier de l'intermédiation nécessitait pas forcément une grande rigueur. Il y avait des conseillers très volubiles qui faisaient un travail excellent. Mais sur la gestion des droits, c'est impossible. À la lumière de nos données attestant le caractère non noble des différentes composantes de l'activité d'indemnisation, nous nous attendions à ce que l'instauration de la double compétence peine à trouver son public. C'est donc avec une certaine surprise que nous avons constaté que les formations en question refusaient du monde. Il y avait là un paradoxe qu'il s'agissait de comprendre. Il nous semblait de plus que les conseillers auraient pu craindre les effets d'une telle polyvalence, risquant de réduire la maîtrise de leurs agendas et de leur métier. Certains agents nous confiaient d'ailleurs leur stratégie de dissimulation. Je me suis forcé à l'indemnisation sur le tas, toute seule, en étant curieuse, en demandant aux collègues. C'est pour pouvoir répondre aux questions des demandeurs d'emploi lorsque je suis d'accueil. Parce que tu envoies les gens bouler une fois, 2 fois. Au bout d'un moment, tu te rends compte qu'ils reviennent, toujours plus vite et plus énervés. Mais par contre, je n'en parle pas à mes chefs. Je veux pas qu'ils sachent et que ça devienne officiel. En tout cas, pas tout de suite. Ça voudrait dire pouvoir liquider et ça ne m'intéresse pas du tout. Mais alors pas du tout. Passer 8 heures dans une salle à traiter des dossiers de demande d'allocution comme Xav l'autre jour, c'est hors de question, plutôt mourir. Propos recueillis pendant une séance d'observation 2012, une conseillère à Pôle emploi née en 76, 6 ans d'expérience, maîtrise de droit. La formation même sur le tas de l'indemnisation et de la liquidation du dossier est recherchée dans le but de ne pas perdre la face à l'accueil et conserver ainsi le contrôle des interactions du guichet. Mais comme l'ont souligné des travaux classiques sur le travail ouvrier, la polyvalence constitue une caractéristique ambivalente dans un collectif de travail. Elle peut conduire à 2 positions symboliquement opposées, celle du volant que l'on déplace à l'envi contre son gré et celle de l'ouvrier expérimenté qui connaît si bien l'ensemble des processus qu'il accède quasiment à la maîtrise aux 2 sens du terme. Si l'on retrouve clairement cette ambivalence dans les discours recueillis, il est intéressant de noter que dans le cas de Pôle emploi, c'est en fait la position a priori peu enviable du bouche-trou qui constitue un marchepied vers l'encadrement.
Devenir double compétent dans une agence Pôle emploi constitue ainsi à faire le choix raisonné de jouer épisodiquement les substituts dans le but d'intégrer symboliquement la frange supérieure du collectif de travail fusionné au prix d'une prise de recul avec le groupe professionnel d'origine. Cette situation s'explique en fait par une contrainte centrale dans l'activité du traitement du chômage, la pression du flux. Les agents NPE les plus légitimes investissent l'indemnisation pourtant jugée illégitime. D'après les données qualitatives récoltées dans 2 agences locales de Pôle emploi, les conseillers qui ont fait le choix validé par leur hiérarchie d'acquérir la double compétence partagent différents traits communs. Mis à part le fait qu'ils soient quasiment tous issus de la NPE et non des ACDIC ou de Pôle emploi, c'est-à-dire embauchés depuis la fusion, leurs caractéristiques s'avèrent à la fois marginales mais symboliquement valorisées. Si l'on peut brosser un portrait type de conseiller et de la conseillère ayant choisi la double compétence, dans les équipes observées, les doubles compétents rencontrés étaient plus souvent des hommes dans un établissement majoritairement féminin, plus jeunes que la moyenne, moins de 40 ans, moins expérimentés et plus diplômés que leurs collègues des études supérieures scientifiques ou techniques. Ils avaient le plus souvent occupé des emplois dans le secteur privé avant de connaître le chômage et postulé à Pôle emploi. Ils vivaient avec ambivalence leurs conditions d'emploi actuelles, à la fois enrichissantes et trop peu reconnues. En termes de trajectoire au sein de l'institution, ils faisaient partie des conseillers à NPE qui, dès avant la fusion, avaient cru à la figure du référent unique et entendaient l'incarner. Ces personnes étaient déjà celles qui étaient le plus souvent assignées au tutorat des jeunes recrues. À la lumière de ce faisceau de caractéristiques communes, le choix individuel de la double casquette apparaît comme une tentative de rattrapage d'un processus d'ascension professionnelle stoppé par une séquence de chômage et l'entrée à Pôle emploi au premier échelon. Cette piste d'analyse est étayée par les reconfigurations de la stratification interne des places à Pôle emploi qui modifie la structure des opportunités professionnelles individuelles. La double compétence, a priori, il y a une prévalence pour les hommes jeunes qui ont déjà des diplômes scientifiques et techniques, un truc comme ça. La plupart avaient déjà un emploi et ils ont perdu l'emploi. Du coup, la machine de l'ascenseur social, la fameuse ascenseur social, a disparu pour eux et du coup ils essaient de compenser ça à l'intérieur de l'institution de la NPE dans laquelle ils se sont fait recruter et ils ont voulu avoir double casquette pour être bien placés dans l'institution et voilà, pour avoir une valorisation sociale supérieure aux autres. Donc a priori c'est des gens qui sont assez carriéristes au final, parce que comme on a dit juste avant, les directeurs avaient le choix en fait de choisir qui allait faire la formation et qui n'allait pas la faire. Et il fallait aussi avoir l'envie de le faire, donc être demandeur de ça. Donc il y a un peu un mélange des deux au final, comme j'étais en train de le dire. L'investissement de la double casquette se comprend aussi parce que les voies traditionnelles de promotion ont été bouchées par la fusion. Dans les 2 institutions, l'ascension aux positions d'agent de maîtrise validait une expertise sur les techniques de l'agent de base permettant de se positionner comme une personne ressource ou une assistante technique. Avec la réunion de l'ACDIC et de l'ANPE, il y a 2 fois trop de cadres. Et il a fallu parfois rétrograder certains cadres pour construire des organigrammes viables. Dans ce contexte, la formation à la double compétence a constitué une façon d'avancer professionnellement, malgré la fermeture à des positions d'encadrement. L'ouverture des formations à la double casquette est en quelque sorte venue combler les attentes des agents qui espéraient de l'avancement sans voir venir d'opportunités. Entrés récemment à l'ANPE, ils étaient prêts à retourner en formation pour avancer professionnellement. Cette stratégie n'est pas sans ambiguïté. D'une part, elle n'est toujours pas reconnue par les grilles indiciaires et référentielles d'organisation du travail. Il n'y a donc pas de plus-value statutaire ou matérielle qui récompense cette formation. D'autre part, elle expose des nouveaux liquidateurs au jugement de leurs collègues issus de l'ACDIC qui maîtrisent l'indemnisation. Leur légitimité est menacée notamment lors des réunions d'équipe. Lorsqu'ils prennent la parole, ils se retrouvent en quelque sorte en position de débutants, alors même que c'est leur magistère au sein des équipes de placement qui les avait conduits à s'investir dans la double compétence. Alors du coup, là on a cette double casquette qui n'est pas si avantageuse, qui n'est pas reconnue par les grilles indiciaires. Donc la grille indiciaire, c'est en gros vous avez un indice qui constitue un point que l'on va calculer avec une somme pour dire quel sera votre salaire.
Et a priori, le fait d'avoir cette double compétence, ça rentre pas dans ces calculs-là, il n'y a pas de changement d'indice. Et ça change pas non plus. En fait, il n'y a pas un vrai statut du fait d'avoir cette double casquette. Et donc, du coup, ils sont un peu pris au piège avec ce truc-là parce qu'ils se retrouvent jugés comme débutants. Puisqu'ils ont double casquette dans une des deux compétences, ils vont se retrouver face à des gens qui ont une compétence spécialisée. Ils vont te considérer comme le débutant de l'équipe spécialisée au final. C'est à peu près ça l'idée de ces deux paragraphes. Et il y avait un autre truc. Ah oui, le fait d'avoir une fusion donc de l'ACDIC et de la NPE, j'ai pas pensé à ça, mais c'est intéressant parce que en fait, ça montre que les cadres, dans un cadre de fusion, ont plus de chances de se voir carrément rétrogradés parce que en fait, quand on fusionne, on a besoin d'un seul cadre au lieu de deux pour gérer plus de gens. Et au final, y a des cadres qui vont se faire dégager ou qui vont être rétrogradés pour faire d'autres métiers à l'intérieur de l'institution pour garder leur emploi. Après, j'ai pas envie d'être gentil avec les cadres en règle générale, mais bon, voilà. Et du coup, dans tous les métiers, ou dans toutes les industries, les entreprises où il y aura de la fusion, il y a des risques pour les cadres de perdre leur boulot aussi. Mais en vrai, c'est pas les seuls à subir finalement les fusions, parce que même les salariés peuvent payer cher les fusions également. Je passe la matinée dans un bureau avec Golda, une conseillère qui a 6 ans d'ancienneté à la NPE, puis à Pôle emploi en tant que conseillère et qui a une maîtrise du droit. Et Thierry, 5 ans d'ancienneté et diplômé du supérieur en sciences et qui vient de passer la double compétence. La première recherche des candidats pour travailler dans un fast-food, le second liquide des dossiers de demande d'allocation. Alors, donc on a Golda et Thierry. Donc Golda dit « Je ne vais pas y arriver, ma louloute. Moi non plus. Tu as fait combien de dossiers, Thierry? Montre ton tas. C'est bien, mon loulou. » Thierry me regarde dans les yeux. « Je suis au fond du trou, je galère trop. » Mais comment ça, ça se fait que tu galères? Mais c'est parce que je suis tout neuf en liquidation et il faut aller vite et il faut bien faire. C'est des dossiers pourris, mais même pas, c'est des dossiers faciles. Mais bon, après, des fois, il s'avère que des dossiers faciles sont en fait tout pourris. Tout à l'heure, j'ai vu 3 cases cochées. Je les avais jamais vues et surtout, le monde à la liquidation m'a dit qu'il ne les avait jamais vues. De toute façon, je n'ai jamais de chance avec ces dossiers. Mais bon, ça va se faire de toute façon. De toute façon, si jamais c'est mal fait, ils reviennent, non? Ouf. Non, là, c'est la dernière fois, c'est la bonne. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, je reviens, c'est Thierry qui a 5 ans d'ancienneté, qui a une double casquette, qui est perdu, en fait, avec les dossiers à gérer. Il y a des trucs qu'il ne connaît pas, il ne repère pas. Donc, même la formation ne suffit pas à tenir le rythme qu'il est censé tenir, en fait. Malgré les inconvénients de la position acceptée, ce qui fait figure de sale boulot pour ses anciens collègues, se retrouve en position de faiblesse face aux nouveaux collègues, sans reconnaissance statutaire ou salariale supplémentaire. Les conseillers qui disposent de la double casquette sont parvenus à s'imposer comme des sous-chefs au sein de leur collectif de travail. D'abord parce qu'au sein des agences, ils font figure de passeurs. Ils sont les seuls à s'adresser à l'ensemble de leurs collègues pour des raisons professionnelles. Ils sont régulièrement sollicités par des questions des uns et des autres, chargés de l'indemnisation ou du placement, lorsque ces derniers ont besoin de renseigner sur un versant de l'activité qu'ils ne maîtrisent pas. Ensuite, cette position est reconnue par leur encadrement parce qu'elle offre des marges de manœuvre déterminantes en matière de planification de l'activité. En effet, la charge de travail n'est pas constante sur l'année en matière d'indemnisation, ce qui provoque des engorgements au mois de juin et septembre. De plus, pour des raisons gestionnaires, les agences Pôle emploi souffrent d'un sous-effectif chronique, les objectifs de performance étant calculés sur la base des effectifs théoriques, sans prévoir les absences pour cause de maladie, maternité ou formation. Ces impondérables ouvrent alors des zones d'incertitude, qui rétablissent le pouvoir de négociation des subordonnés. Lorsqu'un directeur d'agence doit établir un planning dans l'urgence, une personne formée au placement ne peut être positionnée de la même manière qu'une personne formée à l'indemnisation. Il n'est pas possible de les disposer de manière indistincte sur les différents postes de travail d'une agence Pôle emploi. Les agences formées à double compétence constituent alors une ressource rare pour leurs directeurs d'agence car ils sont en mesure d'occuper la totalité des plages disponibles dans les plannings. Ces profils
constitue aussi une variable d'ajustement dont les directeurs d'agence ne peuvent se priver s'ils veulent que la charge soit absorbée. Les chefs d'équipe distribuent continuellement des ressources symboliques aux agents qui ont 2 casquettes, notamment en termes d'autonomie, lors des périodes calmes ou de termes de portage de projets pour s'assurer de leur loyauté lorsque des impondérables épisodiques viennent mettre à mal la planification du travail. Et les impondérables, c'est des absences maladie, des saturations de guichets, etc. Ils sont ainsi choyés par leur encadrant. Le fait que les agents doubles compétents soient le plus souvent désignés pour encadrer les nouveaux recrutés est révélateur de la position de sous-chef officieux qu'ils ont acquise. Donc ça reste des sous-chefs officieux dans le sens où on ne reconnaît toujours pas leur statut, on ne reconnaît pas une augmentation du point d'indice, mais on compte beaucoup sur eux. Parce que du coup, ils ont des capacités quand même à absorber les moments où ça va pas. Et si on se retrouve en sous-effectif parce qu'il y a plus de demandes à tel moment, des pressions en mois de juin, des choses comme ça, ou alors qu'il y a des absences, des maladies, saturation de guichet, voilà ce genre de choses. Donc on a besoin d'eux, donc on les choisit un peu. On les choisit, on va dire psychologiquement, on s'occupe d'eux, on essaie de dire que voilà, on reconnaît le travail, les chefs reconnaissent le travail des doubles compétencieux, des agents doubles compétents, mais on les valorise pas en termes financiers et de statut. Mais on leur laisse quand même miroiter la position de chef et de s'occuper éventuellement des nouvelles recrues. De manière plus surprenante, l'entrée dans cette carrière d'agent fusionné qui n'a pas créé à notre connaissance des conflits en interne entre polyvalents et agents spécialistes. C'est avant tout le choix de passer d'un statut public à un statut privé qui a contribué à miner les collectifs de travail. En matière double compétence, la frustration s'est surtout exprimée envers l'encadrement qui est venu conforter les trajectoires professionnelles ascendant des uns et bloquer celles des autres. Un dommage collatéral de la prise de pouvoir officieuse de ces acteurs double compétents est ainsi la progressive marginalisation des experts spécialisés dans l'une ou l'autre activité. Ces derniers perdent progressivement du poids dans les décisions relatives à l'organisation du travail, ayant peu de ressources à proposer en échange. Ils sont considérés, semble-t-il, comme une donnée par leur encadrement. Ils subissent les événements, les chocs exogènes sur les plannings notamment, sans pouvoir dégager des voies d'accommodement. Ils ne sont pas investis de responsabilités particulières, en ont conscience et parfois le vivent mal. Ils peuvent néanmoins lutter contre cet enfermement en investissant des dispositifs particuliers qui sortent du strict champ du métier de conseiller Pôle emploi en devenant référent formation, référent RSA ou référent contrat aidé, incitant ainsi le reste du collectif à recourir à leur expertise. Voilà, donc les experts qui n'ont pas la double compétence, qui sont vraiment fixés sur une spécialisation, ils vont essayer de trouver des méthodes pour qu'on reconnaisse un peu leur travail. Et vu qu'on met un peu plus en avant les doubles compétents, il y a une certaine petite friction qui se crée, malgré ce qu'on a dit juste avant, quand même que certains spécialistes d'un domaine vont aller vers les doubles agents pour avoir un lien avec les autres spécialistes de l'autre domaine. Donc ceux qui s'occupent encore une fois de la partie contrôle, etc. et la partie accueil à la recherche d'emploi. Ces gens-là, ces deux entités ne se parlent pas et donc du coup ils se parlent un peu à travers le double compétent. Les chefs préfèrent le double compétent pour ce qu'on a dit, pour une histoire d'absorption des moments où ça va mal, où il y a des absences maladies, etc. Et donc du coup il y a quand même une certaine dévalorisation du fait des spécialisés étrangement, quoi. Alors conclusion, l'État par l'intermédiaire de l'exécutif d'abord, puis par le biais de la mission IGF-IGAS de 2008 voulait créer un corps unifié de 35 000 accompagnateurs de chômeurs. Par les traductions opérées successivement au cours de l'élaboration de la loi, puis au cours de la négociation de la convention moyen objectif du nouvel opérateur, l'unicité du mandat des agents s'est progressivement découplée entre missions back-office segmentées, calcul de droits et relations entreprises, et des missions de front-office fusionnées, aide et contrôle. Suite au rapatriement des agents acédiques en back-office, la réticence traditionnelle des agents ANPE pour le contrôle conduit à défusionner in fine les mandats qui avaient été unis dans les projections initiales.
les agents de Pôle emploi sont aujourd'hui scindés en 3 groupes. Liquidateurs qui calculent, conseillers qui reçoivent et super conseillers qui colmatent les brèches du planning. Les fameux doubles compétences. Ces 3 groupes n'apparaissent pas explicitement dans les grilles indiciaires. La question de la reconnaissance officielle des agents doubles compétents ne renvoie pas seulement à des considérations internes relatives aux ressources humaines, elle interroge en fait de front ce que l'État veut et peut faire de Pôle emploi et par là la politique de l'emploi qu'il souhaite mener. De fait, si on parle encore aujourd'hui de politique d'activation avec l'élaboration continuelle de dispositifs incitatifs qui créent une continuité des paliers de rémunération entre inactivité et emploi, on peut considérer en revanche que le volet coercitif de ces politiques-là a largement reculé en France. Les raisons ne sont pas seulement professionnelles, bien sûr, le nombre de chômeurs plus important qu'il y a 10 ans empêche de mettre en œuvre la politique de contrôle conçue dans les années 2000, mais il faut noter que depuis 2012, les chômeurs ne sont plus tenus d'être reçus tous les mois par Pôle emploi, ce qui réduit d'autant les risques de sanctions et de radiation. Depuis lors, ça a aussi évolué, il y a quand même là le volet répressif sur les chômeurs, il est en train de monter en puissance. Que dire de l'apparition de ces agents à la double casquette qui ont fait le choix de devenir polyvalents alors même que l'échec de la politique initiale de fusion semblait consommé. Du côté des agents, l'attrait de ces postes s'explique, nous espérons l'avoir montré, par la relative fermeture des promotions officielles et le statut symbolique que la polyvalence accorde. Concernant les choix réalisés par la direction de l'établissement, il nous semble que si l'on veut comprendre cette stratégie interne, il nous faut non pas se tourner du côté de la philosophie activationnelle et de la fusion aidée et contrôlée, mais creuser plutôt la philosophie gestionnaire des choix qui sont effectués à Pôle emploi depuis l'augmentation importante du chômage subie en 2009. Plus 30% de personnes à inscrire et recevoir. En effet, les polyvalents ont la capacité d'occuper l'ensemble des plages du planning. Un des enjeux centraux des gestionnaires de Pôle emploi, les contrôleurs de gestion notamment, est de parvenir à absorber l'ensemble des sollicitations de l'établissement cyclite et saisonnier en minimisant les variations d'effectifs. De ce fait, l'existence des agents capables de s'acquitter du calcul des droits au moment de l'année les plus difficiles, la rentrée de septembre notamment, explique le choix qui a été fait de réinstaurer une polyvalence au sein des équipes, mais une polyvalence renouvelée, fondée sur différentes compétences segmentées entre elles. De ce point de vue, et de ce point de vue seulement, la fusion de l'ANPE et de l'ACEDIC peut être considérée comme une réussite. Les agents polyvalents fournissent aux collectifs locaux de travail de Pôle emploi une certaine souplesse en leur permettant de passer les périodes les plus difficiles de l'année en termes de volume de travail à fournir. De plus, ils incarnent en quelque sorte la fusion en ce qu'ils participent à faire circuler entre front office, placement et back office, indemnisation, 2 approches du traitement du chômage qui peuvent ainsi dialoguer. Ce faisant, il est tout à fait probable qu'à terme le dualisme des 2 métiers s'atténue pour que chacun des 2 groupes professionnels prenne de plus en plus en compte les contraintes de l'autre groupe. En revanche, à la lumière des matériaux ici analysés, il paraît difficile d'entrevoir à court terme l'émergence d'une hybridation des savoirs, des pratiques et des identités professionnelles des agents Pôle emploi. J'ai l'impression que, en gros, ils n'avaient pas réussi, ils étaient dans l'échec du projet initial. Donc, ils ont quand même fusionné les 2 agences pour faire un truc Pôle emploi, mais ils ont quand même défusionné les groupes parce que ça marchait pas. Ils n'arrivaient pas à mettre les 2 compétences, mais au fur et à mesure, ils ont trouvé des stratégies pour créer des doubles compétents. Dans un sens, c'est des bouche-trous qui sont là pour combler les manques quand il y a trop d'employeurs, trop de gens au guichet ou qu'il y a des arrêts maladie, etc. Parce que en fait, ils vont se servir de bouche-trou à compenser les manques là où il y a des manques et dans les périodes, comme on a vu. Mais du coup, je pense qu'à terme, la stratégie, c'est de créer que des doubles casquettes en fait.